Bonjour à tous, bienvenue à votre émission en français, s'il vous plaît. Mon nom est Carla Benjivengo. Aujourd'hui, on reçoit l'historien Stéphane Tessier, l'acteur et animateur Emmanuel Auger. On aura aussi le jeune auteur Zéphyr Bielenski, la femme d'affaires Sofia Iannantuano et Jean-Paul Perrault, qui est le président de l'organisme Impératif français. Bonne émission! Notre invité, notre renommé et habitué, j'aurais envie de dire, Stéphane Tessier, historien, défenseur de la langue française, de notre belle culture québécoise. J'aime bien, j'en suis bien fier, oui. Heureusement, on a eu à travers les années des outils, là. On n'a pas eu le choix de, à un moment donné, comme on dit en québécois, mettre notre pied à terre. Il y a des lois linguistiques qui ont été mises de l'avant pour justement assurer la protection de notre magnifique langue. Et pouvez-vous nous dire un petit peu dans le temps comment sont apparues ces lois et ça a été quoi un peu là, la ligne du temps de tout ça? Ouais, ben, faut savoir que quand le pays est fondé, le Canada, en 1867, on va créer des commissions scolaires sur des bases confessionnelles et non linguistiques. Il va y avoir une commission scolaire catholique. Il y a des vieux comme moi qui ont été à la CECM, la commission des écoles catholiques de Montréal, et il y avait aussi la Protestant School Board of Montreal. Puis éventuellement, quand on approche le 20e siècle, l'immigration augmente beaucoup. Et les gens ont tendance, dans l'immigration, à aller dans l'école anglaise protestante parce qu'ils améliorent leur sort, point de vue économique, la mobilité sociale. Et aussi, la commission scolaire protestante veut avoir plus d'élèves pour un poids démographique qui peut accoter les commissions scolaires francophones catholiques aussi. Alors, on arrive dans les années 70, même fin des années 60, où on a des nouveaux arrivants qui vont à 90% dans les écoles protestantes, mais surtout anglophones. Alors, c'est une époque où la Révolution tranquille est déjà commencée, l'affirmation du Québec comme fait français existe, et le premier gouvernement qui va passer une loi, c'est le gouvernement de l'Union nationale, qui nous rappelle que le Québec a un fond de conservatisme. On vient de le redécouvrir avec la CAQ maintenant. C'est un parti qui était conservateur, mais aussi nationaliste. Alors, il y avait dans ce parti-là des gens qui voulaient défendre la langue française, mais il y en a qui trouvaient comme conservateurs, ben on est contre l'intervention de l'État. C'était délicat. D'intervenir sur la langue avec le pouvoir public, c'était pas évident. Mais il y avait une réalité, c'est que le français était pas utilisé par les nouveaux arrivants. L'idée, ça va être de passer une loi qu'on va appeler la loi 63. Ça va être de faire la promotion de la langue, et on espère par l'éducation, par l'incitation en faisant la promotion, que ça va fonctionner. C'est pas à ce moment-là là, qu'il y a eu une loi qui disait que, bon, pour aller à l'école anglaise, il fallait absolument qu'un des deux parents ait été à l'école anglaise, ou juste me resituer un petit peu par rapport à ça. Vous êtes pas loin, Carla, on approche, parce qu'éventuellement... Ah, moi aussi, quand j'ai découvert ce sujet-là, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Mais c'est qu'éventuellement, la population en général est contre cette loi-là. Et quand Pourquoi? Parce que le Québec veut s'affirmer comme société francophone. Et puis, c'est la période où, justement, on veut aller vers le modernisme, mais en français. C'est qu'est-ce qu'il va proposer le parti qui va défaire l'Union nationale, le Parti libéral de Robert Bourassa. Et Robert Bourassa va suggérer justement de faire une loi linguistique, on va appeler la loi 22. C'est une loi qui va affirmer que la langue de communication de l'État, du gouvernement, c'est le français, et qu'en enseignement, on va favoriser le français. Toujours pas de coercition, de mesures, on pourrait dire, qui forcent les gens. On veut inciter, mais on va demander justement des tests pour pouvoir passer un test en anglais pour pouvoir prouver qu'on connaît assez l'anglais pour continuer notre scolarité en anglais. De là, s'il y a des gens qui ont déjà une scolarité en anglais dans leur famille, ils vont avoir un droit acquis de le faire. Mais les commissions scolaires protestantes, parfois, ils vont un peu tricher. C'est que, mettons que les parents veulent que leurs enfants étudient en anglais. C'était juste d'écrire, votre langue de scolarité, autrefois, c'était quoi?
C'était écrit en anglais, puis ça passait. Il n'y avait pas de vérification qui était faite. Alors, le Parti libéral va présenter ce projet de loi-là. Ça chiale, on est au Québec. Hein? La loi 22, là? Ouais, la loi 22. Donc, il y a eu la loi 63. Là, on a dit, OK, on va faire la promotion. On va dire, ça, c'est notre langue, c'est notre culture. C'est important que les gens qui arrivent puissent s'intégrer en la visitant, tout le moins, là, et en l'adoptant par la suite. Mais après ça, il y a eu la loi 22 qui là, mettait vraiment une loi presque définitive là, sur le droit d'aller à l'école anglaise ou non. Puis après, là, il y a une autre loi qui arrive. Eh oui. C'est le Parti québécois qui va arriver au pouvoir, qui va prendre le pouvoir quand il va défaire le Parti libéral aux élections de 1976. Quand on va passer la loi 22, Robert Bourassa s'était dit, il y a des nationalistes qui chialent, puis il y a quelques anglos et néo-québécois qui chialent aussi. Il faut savoir aussi que, par exemple, la communauté italienne de Saint-Léonard va jouer un gros rôle dans ce moment-là. Quel rôle? C'est eux qui vont porter pas mal le débat. La crise linguistique avait commencé. La commission scolaire de Saint-Léonard avait imposé la langue française. Et la plupart des enfants qui vont dans cette commission scolaire-là, ils sont d'origine italienne. Alors, les parents vont refuser. Alors, il va y avoir tout un combat qui va être mené par la communauté italienne pour pouvoir avoir le choix d'étudier. Et ils vont être beaucoup supportés par les médias anglophones aussi. Alors, ce qui va créer vraiment des tensions à l'intérieur du Québec. Et la communauté italienne va souvent dire que on n'est pas contre le fait français, juste on est contre les droits acquis des anglophones. Parce que quand on va leur demander que les anglophones ont le droit de faire leur scolarité en anglais, s'ils ont un membre de leur famille qui l'ont fait, pourquoi pas nous? Alors pourquoi ça ne s'explique pas à tout le monde? Alors, la loi 22 du Parti libéral fait beaucoup d'insatisfaits, ça chiale de tous bords, de tous côtés. Alors, ils vont être défaits aux élections de 1976 parce que les francophones nationalistes vont pas voter Parti libéral. Puis les communautés culturelles, ils vont pas aimer beaucoup la loi sur passer des tests à l'école. Fait qu'ils vont bouder un peu le Parti libéral, mais à leur grand détriment, c'est le Parti québécois qui passe, qui vont imposer des mesures un peu plus drastiques, un peu plus radicales. Et c'est avec Camille Lorrain, le ministre du Parti québécois, qui va passer la loi 101 en 1977. C'est une loi qui va imposer le français dans à peu près toutes les sphères de la société, les affaires, l'économie, l'enseignement, la fonction publique, même les négociations syndicales. Alors, qui va vraiment établir le français comme une langue de fonctionnement au Québec. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir des étiquetages dans les commerces qu'on va apparaître en français, des affichages en français. Il va y avoir des contestations de la loi. Donc, on va permettre parfois un affichage commercial dans les deux langues, mais où le français va prédominer. Alors, il va y avoir quelques modifications qui vont être faites à la loi. Ce qui est intéressant, c'est que le monde entier aussi regarde ce qui se passe au Québec. Mm-hmm. Ils vont découvrir qu'il y a une loi linguistique, comme la Russie est beaucoup dans l'actualité de ce temps-ci, malheureusement. Mais les États baltes, l'Estonie, la Lituanie, puis non, j'ai oublié. L'Estonie, la Lituanie. C'est pas à moi de vous demander ça. La Lettonie, pardon. Okay, et voilà. Okay. Il y a une grosse communauté russe dans ces pays-là, mais qui sont unilingues russes et ils sont pas majoritaires. Alors, ces États-là vont passer des lois linguistiques où leur langue locale va avoir préséance sur le russe. Alors, ça ne sera plus une langue secondaire. C'est comme ici au Québec. On est en train de dire que ce serait inspiré de nous? Oui, les États baltes sont venus voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Et, puis, quand même. Et qu'est-ce qui se passe en Ukraine aussi. C'est dans la même logique. Ils ne sont pas venus ici s'inspirer aussi. Il y avait la même chose. C'est que la langue russe prédominait partout, malgré que ce n'était pas la langue de la majorité. Éventuellement, on va passer des lois linguistiques. Et ils sont en train de vivre ça en ce moment. C'est chaud. On voit où ça nous a mené. C'est pas que ça mène là de débattre de la langue, mais c'est des sujets qui sont délicats et qui mènent à des litiges parfois, là. Alors, on le sait, on n'est pas la seule culture là, qu'on a essayé d'assimiler dans le monde entier. Et il y en a qui ont réagi de façon un petit peu plus violente, un petit peu plus protestante. Nous, on est plutôt passifs dans notre façon de réagir, mais entêtés, patients, têtus. Est-ce que vous croyez qu'à long terme, ça va nous permettre de garder le cap ou ça pourrait donner des outils à notre adversaire pour nous assimiler?
Moi, je décris ça comme une ardente patience parce que ça fait partie de notre vie politique ici. C'est le parlementarisme. La violence politique n'existe plus. Alors, je trouve que le débat est sain, même si parfois ça dérape. Mais je veux quand même... faut qu'on soit vigilant avec cette langue-là. On est quand même une minorité en Amérique du Nord. On a beaucoup d'anglicisme. Puis des fois, l'anglicisme, c'est pas ça qui nous menace notre langue. Parfois, c'est même d'adopter une manière de faire de la culture qui est pas la nôtre. On a beaucoup d'importations de concepts culturels qui viennent d'ailleurs, comme les téléréalités. Des fois, ça m'énerve, là. Ah oui. Ouais, mais on n'a pas assez de temps pour en parler. Mais point de vue du danger de la langue, il faut faire attention aussi, c'est que les enfants des nouveaux arrivants, ils vont à l'école française. Ils sont obligés d'y aller. Quand vous allez croiser des enfants qui viennent d'immigration de plusieurs pays ensemble, leur langue commune, c'est le français. Alors, on réussit à perpétuer, mais il faut leur donner le goût aussi d'apprendre cette langue-là, mais aussi la culture qui vient avec. Faut qu'ils se voient à l'écran, faut qu'ils s'entendent à la radio. S'ils se voient pas, c'est normal, ils vont peut-être écouter d'autres choses que de la culture québécoise. Il faut leur faire aimer la culture pour qu'ils apprennent la langue aussi, pour qu'ils pratiquent la langue. Donc, promouvoir davantage l'amour et la beauté de la culture au lieu de dire « t'es obligé de faire ça ». Parce que ça, on n'aime pas ça, se faire dire ça. C'est humain, ça. C'est depuis qu'on est jeune, là. On n'aime pas se faire dire non, mais si tu me montres la beauté de quelque chose, puis tu me fais réaliser moi-même que c'est avantageux pour moi de parler le français, bien là, ça peut être différent. Je ne pourrais pas mieux le dire, Carla. Bon. Bien, merci. Ça fait plaisir. Notre prochain invité est un acteur, animateur, chanteur. Vous le connaissez probablement, Emmanuel Augier. Bonjour. Allô, Carla? Comment ça va? Ça va très bien. Merci pour l'invitation, je suis content. Ça je suis me content de t'avoir, ça faisait longtemps. Ben oui, ça faisait un bout. Écoute, toi, tu es quelqu'un qui est très impliqué autant au niveau de tes rôles que dans ta communauté. Tu es quelqu'un qui aime donner, qui aime partager avec les gens. Peux-tu me dire, globalement, là, quelle place la langue française occupe dans ton quotidien? Écoute, tu l'as dit d'entrée de jeu, je suis comédien, animateur, chanteur à temps partiel. C'est sûr que la langue française a une place très, très grande dans ma vie. Je vis mon métier avec la langue française. Je ne parle pas anglais. Alors, j'ai pas le choix de me débrouiller en français. Et puis, tu sais, c'est la prémisse de notre métier, la langue française. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'elle était un peu en voie de perdition. On regarde avec le temps, avec la nouvelle génération qui arrive aujourd'hui. Je comprends que l'anglais est important. Ça, je suis pas naïf, là. Mais je trouve ça difficile de voir que il y a certaines places à Montréal, entre autres, où on va, puis on n'est pas capable de se faire servir dans notre langue, dans la langue de Molière. Tu sais, je veux dire, on est au Québec, c'est chez nous, c'est... tu sais, j'ai une anecdote là-dessus. J'étais au secondaire à un moment donné, puis ça allait pas très bien en français, tu sais. Puis j'avais répondu à mon prof qui m'avait dit, tu sais, tu rêves d'aller en théâtre, c'est ça que tu veux faire dans la vie? Je dis oui. Ben il dit, tu sais, la langue française est importante. Je dis oui, donc j'ai pas besoin de ça. Moi, puis j'avais répondu ça. Finalement, c'est ben oui, c'était un leurre. Je veux dire, après ça, je me dis, mais moi, avec du recul, la maturité, tu dis, mais quelle réponse de jeune étudiant insouciant, tu sais. Puis par la suite, ben le fait de bien écrire, d'être capable de bien parler, tu sais, sans être trop pointilleux, mais c'est important, tu sais. Puis je pense que les jeunes aujourd'hui l'ont beaucoup perdu. Tu sais, on parle des universités de descendre la note de passage pour être capable que les jeunes réussissent. C'est un peu alarmant, je trouve, puis épeurant. Et dans ton métier d'acteur et dans le domaine public, ta vie publique, est-ce que au sein des organisations, des émissions de télé et tout ça, tu sens qu'il y a vraiment une importance là, de parler français? Je veux dire, les réalisateurs, les producteurs, ça se passe tout en français. Oui, oui. Puis ce qui est le fun, c'est que même dans des productions, tu vois, moi, je te le disais tout à l'heure, je parle pas anglais, fait que je fais pas de production américaine, mais la plupart de mes amis qui travaillent sur des productions américaines, quand ils sont des Québécois entre eux autres, ils parlent français, ils parlent québécois, là. Tu sais, ça parle, tu sais, c'est enraciné chez nous. Alors souvent, malheureusement, quand ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix de se débrouiller en anglais et tout ça, mais aussitôt qu'ils se retrouvent entre eux autres, le français prédomine beaucoup. La même chose pour les équipes sportives. Des amis à moi qui jouent dans la Ligue nationale, les gars se retrouvent ensemble sur le banc, 3 Québécois ensemble, instinctivement, vont parler québécois. Ils vont parler en anglais avec les gars, mais c'est une souche qui est très, très, très forte et qui est enracinée
Puis la langue française, c'est une belle langue. Tu sais, c'est beau, c'est poétique, il y a quelque chose de... C'est pour ça que c'est si difficile aussi à apprendre. Je le sais, tu sais, les Anglais vont dire beaucoup plus difficile à apprendre le français qu'apprendre l'anglais, par les tournures de France, par les verbes, par toutes sortes de choses. Mais c'est sa richesse. C'est une belle langue, tu sais, il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Et moi, je suis un passionné de ça dans le sens où j'ai beaucoup d'amis. Bon, tu chantes, toi, Carla, on a beaucoup d'amis dans le domaine. Et je me fais toujours un plaisir quand un ami sort un album. Je me fais le devoir de l'écouter à la maison avec des écouteurs et de regarder, de lire les paroles, de lire cette beauté-là, cette beauté poétique-là que nos auteurs ici au Québec ont. Puis prenez le temps de le faire. Prenez le temps d'aller lire, d'aller regarder certaines phrases. Puis des fois, on découvre aussi des tournures de phrases, des mots, de dire « Ah, mais c'est ça qu'il disait! » Tu sais, des fois, notre cerveau entend des choses, puis on se forge une idée, puis on se rend compte que c'était pas ça du tout, tu sais. Puis l'histoire prend un autre sens, tu sais. Parce que des fois, la langue, en fait, tu seras d'accord avec moi, tu sais, on dit la langue française, OK? Ben, c'est le langage qu'on parle, mais en fait, c'est tout ce qu'il y a aussi en arrière. Oui. Les productions, les séries, toutes les créations québécoises, toute la culture québécoise. C'est plus juste vraiment d'aller se faire servir à Montréal, de pas être capable d'aller se faire servir un café en français. C'est que tout en découle. Oui, ça va beaucoup plus loin. C'est plus large, c'est beaucoup plus large. Puis moi, j'admire ça aussi parce que, tu sais, bon, humblement, je pense que j'ai un talent de comédien, d'animateur, c'est mon bag, c'est ça. Mais je ne suis pas un auteur, je suis pas capable d'écrire. Tu sais, il y a des gens qui me disent souvent, pourquoi t'écris pas? Pourquoi tu sais, tu pourrais... Non, je suis pas capable. C'est un art, écrire, là. C'est un art. Scénariser, là. Tu sais, des séries. Tu sais, quand on est comédien, bon, tu sais, j'ai fait quelques années un personnage qui s'appelle Christian Faneuf, écrit par Luc Dionne. Luc Dionne a une écriture extraordinaire, là. C'est magnifique. C'est facile. Ben merci, mais c'était facile. Pourquoi? Parce que les textes arrivaient et ça coulait. Ça coulait toute seule, les textes. Puis il y en a beaucoup comme ça, des auteurs qui font que... J'ai eu la chance de commencer ma carrière avec un homme qui s'appelle Michel Jeté, qui avait écrit un film extraordinaire qui s'appelle Histoire de peine. Bon, pas extraordinaire parce que je jouais dedans, mais le film était tellement bien écrit parce que c'est un homme, Michel, qui adore la poésie, qui adore les mots et qui a été capable de faire un film excessivement dur. Mais si tu regardes derrière Histoire de peine, il y a une poésie là-dedans, une belle poésie qui vient des textes de Léo Lévesque. Léo Lévesque a écrit avec Michel, et ça part d'un livre qui s'appelle « Compte en coup de poing » de Léo Lévesque, où Léo a appris à écrire en prison. Il était illettré avant d'entrer à l'intérieur des murs et il est devenu un grand poète de chez nous. Il suffit de... Puis, tu sais, des grands poètes, il n'y a pas juste Émile Nelligan. Tu sais, je veux dire, il y en a plein d'autres. Ben oui, il y en a plein d'autres. Fait que c'est important aussi de prendre le temps, des fois, d'aller regarder, d'aller découvrir ces gens-là. Puis moi, ben, je gagne ma vie grâce à ces gens-là, grâce à l'écriture, grâce à la beauté, à la... Donc, ça prend tout son sens pour toi, évidemment. Ben oui, complètement. S'il n'était pas là, je ne serais pas là, moi, aujourd'hui. Tes enfants sont dans le domaine de l'acting? Ben, ma grande fille, Daphné, oui. Elle a suivi son cours à Promédia. Alors, bien entendu que la langue française, pour elle, est très importante aussi. Les autres sont un peu plus jeunes, ont beaucoup plus de difficultés, font partie de la minorité. Là, ils descendent la note de passage pour être capable de leur donner un coup de pouce. Là. Ils ont un petit peu plus de difficultés. C'est sûr que, tu sais, je comprends qu'à 10 ans, 15 ans, tu prends peut-être pas cette conscience-là. Je reviens à l'anecdote que je t'ai contée tout à l'heure au secondaire. J'ai osé dire à mon prof de français, en allant en théâtre, j'aurais pas besoin de ça, moi, le français. T'as une minute, là. C'était complètement immature, puis c'était complètement ridicule de ma part de penser ça. Mais c'est avec le temps aussi, la maturité, qu'on prend conscience de tout ça, qu'on prend conscience aussi. Tu sais, j'étais pas un gars... J'ai toujours eu beaucoup de difficultés en français, en écriture. Tu sais, les fautes d'orthographe, c'est dur, mais je me suis amélioré avec le temps parce que j'ai vu à quel point c'est important de bien écrire. C'est important. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. Et malheureusement, on le voit, il y a des jeunes d'aujourd'hui, puis je généralise pas, mais ils sont là avec des... Tu sais, aujourd'hui, que tu fais, là, c'est quoi tu fais, là, c'est quoi... Tu sais, même souvent, je reçois des textos de mes enfants, puis je suis obligé de demander à ma blonde, qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Il écrit avec très peu de mots. Hein. Non seulement dans la façon de l'écrire, là, puis les fautes d'orthographe, mais aussi, il y a aussi des mots anglais qu'on va mettre au milieu d'une phrase en français. Puis tout ça, ça part un peu. Dans le fond, je te parlais de tes enfants parce que est-ce que tu vois chez la génération plus jeune qu'il y a peut-être une culture un peu plus internationale? Malheureusement. De par l'Internet. Ben, c'est sûr, de par l'Internet, les Netflix de ce monde, les grandes productions américaines qui ont pris beaucoup plus de place. Les jeunes écoutent
très peu la télévision. Je regarde mes jeunes à la maison. Oui. C'est très, très, très peu de télévision là, Est-ce que tu peux populaire. leur dire, là, on regarde du québécois à soir? Non, je leur impose pas parce que ça se fait malheureusement. Peut-être que je devrais. Peut-être si on veut perpétuer cette belle culture-là, il faut ici. Mais je veux pas les endoctriner. Je veux qu'ils le développent par eux-mêmes. Oui. Tu sais, forcer un jeune, c'est aussi. Des fois, ça peut faire l'effet contraire. Peut-être aussi, qu'avec hein. le temps, tu sais, je me dis peut-être qu'avec le temps, ils vont découvrir certaines choses, ils vont découvrir certaines séries. Ils le font de temps en temps, des fois, avec un ami qui parle d'une autre série, puis ils font « Hey, Pat, as-tu vu cette série-là? » Non, mais j'en ai entendu parler, puis il paraît que c'est vraiment bon. Je regarde, je l'ai pas vu encore, mais il paraît que c'est... Puis ça, je veux la regarder, la série Mégantic. Il paraît que c'est génial, c'est très bon. On en a parlé l'autre fois en famille. C'est quand même un sujet d'actualité parce que c'est un drame qui est arrivé ici au Québec, et même les jeunes sont conscients de ce drame-là. Ça a marqué beaucoup notre univers, peu importe l'âge qu'on a. Fait que je pense que ça va devenir naturel chez eux. Je veux qu'ils le développent par eux-mêmes. Je pense que si on les oblige, à ce moment-là, il y a un petit côté... Je vais faire l'inverse. Peut-être, ou ça me tentera pas de le faire, ou je vais l'écouter sans l'écouter. Tu sais, si tu veux faire... Tu sais, je parlais de l'exercice tantôt, d'écouter une chanson. Oui. Faut que tu prennes la peine de l'écouter. Bien, faut que tu prennes la... Tu sais, si tu le fais pas, tu le fais avec un désattachement. L'exercice, je pense, sert à rien. Fait que je pense que ça va venir par eux-mêmes. Ils vivent ici au Québec. Mes enfants, à part ma grande fille qui parle très bien anglais, les deux plus jeunes, c'est plus difficile, tiennent de leur père. J'ai toujours eu beaucoup plus de difficultés avec l'anglais. Je sais pas si c'est une langue qui rentre pas. Tu sais, les gens me disent « Oui, mais tu devrais écouter... j'écoute de la musique en anglais. J'écoute quand même des choses en anglais. » Les gens te disent « Tu devrais écouter de la musique en anglais. » Ben oui, pour te faire à l'oreille, comme ça, tu vas l'apprendre. Combien de personnes me disaient, moi, j'ai appris l'anglais en écoutant les Simpsons. Ah, moi, je trouve que la traduction québécoise, elle est magnifique. Et c'est ce que... Puis ça aussi, tu sais, moi, la plupart, 80% des gens qui font les voix en français des films américains, ce sont des amis à moi avec lesquels j'ai étudié, que je connais très bien. Puis je trouve ça magnifique ce qu'ils sont capables de faire parce qu'ils sont capables de nous faire entrer par leur talent dans les personnages. Souvent, oui, dès le début, j'entends, c'est Louis-Philippe Dandonneau, je fais, c'est Louis-Philippe, c'est mon chum, c'est Louis-Philippe. Mais il arrive à me faire décrocher totalement. Quelques minutes, je l'entends, mais après ça, c'est terminé. Là, je rentre dans le personnage, puis c'est vraiment le personnage. Et j'écoute le film, puis ça me distrait pas. Ça prouve le talent que ces gars, ces gars et ces filles-là ont ici au Québec d'être capables de faire de la traduction, de prendre ces films-là américains, de nous faire découvrir, parce que moi, s'il n'y avait pas ça, je ne pourrais pas écouter la télévision. Je la comprends pas. Hey Manu, je te remercie infiniment d'être venu à l'émission. Carla, merci. Et je trouve que tu te livres avec une honnêteté. Un gars qui dit qu'il y avait de la misère en français, qui mémorise des textes, qui fait des rôles d'acteurs de grand niveau au Québec. Alors, félicitations, ça peut donner espoir à d'autres aussi qu'il ne faut pas s'arrêter à des petites faiblesses. Non. Vive le français! Ouais, ben d'abord, je commencerai par dire que pour moi, c'était pas un choix. C'est une langue maternelle et c'est une langue maternelle qui est tellement riche que je pense qu'il faut la chérir puis la suivre. Quand les premiers mots qu'on apprend sont dans une langue, ils ont toujours un rapport particulier dans notre imaginaire et donc je pense que c'est important de suivre cet élan naturel-là. Ensuite, pour ce qui est du côté comme plus revendicatif d'une parole en français, c'est clair qu'au Québec, on est dans une situation où le français est en danger, tu sais. Et de plus en plus, ce français-là est remis en question. On a accès à une culture qui est de plus en plus américanisée et internationalisée. Et le français, c'est vraiment, nous, notre porte d'entrée vers ce monde-là. C'est ce qui fait de nous quelque chose d'unique. Souvent, on va penser qu'il faut parler une autre langue pour s'ouvrir à l'international, alors que pourtant, l'international nous écoutera quand on acceptera d'être qui on est, c'est-à-dire un peuple d'expression française qui a développé une expression particulière. Donc, je parle en français parce que je souhaite faire la promotion de cette originalité d'ici. Et aussi et surtout parce que je pense que c'est une langue qui m'a porté, qui me portera toujours, et c'est la seule qui est vraiment proche de mon cœur. J'aurai maintenant la chance de m'entretenir avec la femme d'affaires Sofia Iannantuano, une Italienne, française, québécoise, femme d'affaires. Bonjour Sofia. Bonjour Carla. Ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien. Parle-nous un petit peu de l'importance de la langue française, l'importance qu'elle a eue. Je sais que tu me disais tantôt que, bon, tu es allée à l'école anglaise. Oui. Au primaire? J'ai fait les deux. Les deux? Ouais. Puis ta mère, dans le fond, elle t'a envoyé à l'école anglaise, mais elle t'interdisait de parler l'anglais à la maison. Exactement. C'est très drôle parce qu'on est trois filles. Moi, j'étais la plus jeune. Et à la maison, on n'avait pas le droit de dire un mot en anglais. Et en plus, on n'avait pas le droit d'écouter ni la télévision, ni la radio en anglais.
Elle était très stricte avec elle voulait conserver, elle voulait s'assurer qu'on parle français à la maison toujours. Mon père est italien, puis lui aussi à la maison, c'était toujours en français. C'était même pas une question qu'on se posait. Puis encore aujourd'hui, quand on est ensemble, toute la famille, des fois, elle va prendre sa cuillère puis elle va cogner sa table. Hey, hey, on arrête ça là. On parle en français. Pour elle, c'était toujours important. Puis je peux juste vraiment la remercier aujourd'hui. Est-ce qu'elle disait à l'époque, là, regardez, moi, c'est important pour moi là, que vous alliez à l'école en anglais pour se connaître l'anglais et tout ça, mais à la maison, c'est important que vous parliez français parce que, est-ce que vous donnez une raison à ça ou c'était juste comme d'emblée comme ça? Non, pour elle, c'est vraiment important qu'on conserve le français à la maison. Je pense qu'en étant avant-gardiste, elle voyait déjà que le fait que ses 3 filles allaient à l'école en anglais, son mari, mon père, homme d'affaires, lui aussi. Donc, ses journées, il était dans l'industrie du textile, mon père. Donc, la plupart de ses clients, c'était des Juifs anglophones de Montréal ou bien des Italiens sur la rue Chabanel ou bien au New Jersey aussi aux États-Unis. Il y avait beaucoup de clients des États-Unis. Donc, elle réalisait que si elle ne mettait pas son pied à terre pour qu'on parle français, que bientôt la famille était pour peut-être virer anglophone. Puis pour elle, encore aujourd'hui, québécoise, puis c'était important de conserver la langue française à la maison. Et là, toi, tu es une femme d'affaires. Dans le fond, au départ, tu as été professeure au primaire. Exact. Donc, tu as eu la chance d'enseigner le français aussi. Et est-ce que tu t'as senti chez les jeunes une importance pour eux de parler français? Je pense que ça dépend des quartiers. Comme au début, quand j'ai commencé, j'étais plus dans le ouest de Laval. Donc, je te dirais, c'était plus un défi. Les gens venaient des familles des immigrants, première génération. Donc, souvent, on avait des gens qui parlaient plus en arabe ou plus en grec. Puis c'est drôle, hein, parce que les gens, ils ont tendance à se mettre ensemble en petits groupes puis de parler leur langue première, qui était la langue qu'ils parlaient à la maison. Donc, on avait quand même un grand travail laborieux parce que même nous, les professeurs, durant la récré, on encourageait fortement que les enfants parlent en français. Donc, oui, c'est un défi. Je te dirais que c'est un défi. Parce qu'on en parlait, tu sais, souvent, quand on se fait imposer quelque chose, surtout quand on est jeune, puis même adolescent, puis même adulte, c'est toujours moins intéressant de faire quelque chose quand on se le fait imposer. Il faut que ça vienne des jeunes. Est-ce que il y avait des activités qui amenaient les jeunes à parler en français? Est-ce qu'il y a eu comme des organisations pour justement inciter les jeunes à utiliser la langue française? Oui, bien, on faisait comme souvent, il y avait des spectacles. Après l'école, des fois, il y avait des activités que les étudiants pouvaient s'enregistrer. C'était gratuit. C'est la commission scolaire qui proposait ces activités-là. Mais c'est sûr que je pense que c'était pas qu'ils voulaient pas faire parler en français. C'était plus facile, Ouais. tu sais, de retourner toujours à leur langue première. Mm-hmm. Et ensuite, je pense que le plus gros défi, c'est d'encourager les enfants à choisir plus le français à l'école que de choisir l'anglais. T'sais, moi, c'est pour ça ma fille. Moi, je suis allée à l'école en anglais, mais c'était comme pas question que je la mettais en anglais au primaire. Pour moi, c'était très important de la mettre dans une bonne école en français, qu'elle maîtrise bien non seulement la langue, mais la grammaire. Puis ses livres aussi, quand elle était plus jeune, il n'y en avait pas en anglais chez nous. C'était tous des livres en français. Puis aujourd'hui, je suis tellement fière parce que même si moi, je maîtrise bien la langue française, ma fille, elle a juste 13 ans, puis elle écrit mieux que la plupart des adultes que je connaisse. Puis quand j'écris, ou même si je fais un post sur les réseaux sociaux, je demande toujours, Mila, pourrais-tu lire pour moi? Puis oui, les petites choses, tu sais, des fois comme le mot, le verbe pouvoir, ou, tu sais, il y a des exceptions de la langue française, puis elle les maîtrise super bien. Sophia, tu as un parcours qui est assez éclectique, et encore aujourd'hui, en fait, tu es passée de l'enseignement au stylisme, à la coiffeur, tu as eu ton propre salon et là, aujourd'hui, courtière immobilière avec beaucoup de succès. L'expérience, parce qu'on parle de la langue française, par exemple, comme courtière immobilière, tu as la chance de faire visiter, de vendre des maisons dans plusieurs secteurs. Est-ce que tu remarques
qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus anglophones, beaucoup plus francophones. Qu'est-ce que ça t'a donné comme image globale là, de l'utilisation de la langue française? Oui, c'est une excellente question. Puis effectivement, oui, tout dépendait, tu sais, les quartiers qu'on va visiter, les quartiers où est-ce que les gens vont m'appeler, tout dépendant. Donc, exemple, à Côte-des-Neiges, j'ai rencontré un couple là-bas. Eux autres, c'est comme strictement anglophone, pas un mot de français. Donc, c'est sûr que je les ai quand même côtoyés en anglais, mais je te dirais que à Laval, ma clientèle à moi reste quand même pas mal francophone. Tu sais, on se fait une réputation, puis c'est souvent du bouche à oreille, c'est des références. Les gens vont dire « Ah, il faut que tu appelles Sophia, j'ai une belle expérience avec. » Ou des fois, c'est même des clients que j'ai pas vendus nécessairement leur maison, c'est juste qu'ils me connaissent sur un niveau personnel, donc ils sont vite à me référer. Puis mon entourage à Laval, je te dirais qu'il est plus francophone. Et, mais dans l'Ouest, où est-ce que j'avais mon salon à Sainte-Dorothée, c'est plus anglophone. Et j'ai un autre salon dans le temps à Mirabel, bien là, c'est francophone. Donc, c'est vraiment par quartier, mais dans le quartier, souvent, tu vas avoir deux clientèles. Comme si tu vas à Westmount, à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de Québécois. Puis c'est des vrais Québécois, tu sais, c'est des entrepreneurs, des fois, qui ils ont grandi là, puis ils sont francophones, mais quand on pense Westmount, on pense anglophone, tu sais. Mais je pense qu'il y a aussi une mode où est-ce que les jeunes Québécois sont très pro-québécois. Ils aiment ça aller prendre un petit café dans un endroit qu'ils savent qu'ils vont être servis en français. Donc, je pense que c'est vraiment l'avantage de tout entrepreneur et toute entreprise de promouvoir la langue française à travers le commerce, parce que quand tu étais, exemple, ton salon à Sainte-Dorothée, les gens qui rentraient d'emblée commençaient à parler en anglais. Est-ce que toi, ça a été une motivation pour toi d'aller voir j'allais dire ton staff, d'aller voir ton équipe et de les encourager à utiliser la langue française pour répondre à la clientèle? Énormément, oui, énormément. Tu as fait ton devoir là-dessus. Là, moi, oui, absolument. Puis j'en suis fière aussi. Tu sais, je pense qu'on est à un grand avantage de servir les gens en français. Puis, comment je pourrais bien dire, je pense que c'est le plus grand signe de respect aussi envers la clientèle. De les servir en français? Ben oui. Tu sais, c'est sûr que si quelqu'un est francophone, je trouve que c'est vraiment comme une claque. Mais si quelqu'un est anglophone? Ah, ben c'est sûr. Il rentre en parlant anglais? OK, ben là, c'est un autre sujet, tu sais, je veux dire, c'est plus au niveau de le service à la clientèle. C'est ça, on ne peut pas imposer aux clients. Non. Si on est bilingue et qu'on parle anglais, on n'est pas pour imposer aux clients de parler français, parce que c'est comme la relation de confiance, comme tu disais, c'est que il faut la créer avec le client. Oui. Mais en quelque part, si le client parle français, oui. mais ne veut pas ou se force pas, c'est là quand même que je trouve qu'il y aurait un travail à faire de sensibiliser peut-être les communautés plus anglophones à essayer du moins. Il y en a qui le font déjà, oui. il y en a qui le font moins, mais c'est ça. Ton expérience par rapport à ça, c'est oui. que les gens y essayaient quand même. Exactement, oui, oui. Puis ça, c'est vrai qu'il y a des gens, si on parle de langue ou si on parle de n'importe quoi, il y en a qui sont têtus à la base, tu sais. Puis je pense que quand on n'a pas peur, puis on ouvre l'esprit, bien, on réalise aussi que le plus qu'on peut offrir, le mieux que c'est aussi à la clientèle, tu sais. Mais c'est sûr que la langue française, il faut la conserver. La promouvoir. La promouvoir. C'est tellement une belle langue, c'est chic. Tu sais, des fois, même la musique qu'on entend, là, moi, ça me ramène à mon enfance. Tu sais, je trouve que la culture, elle est belle. Puis, le Québec aussi, on est vraiment différents comparé, tellement européens, tu sais, comparé à les autres provinces du Canada. Puis, je pense que c'est ça qui fait qu'on a une niche. Donc, pourquoi pas l'exploiter? Hey, merci beaucoup, Sophia, d'avoir été avec nous. Ça me fait un plaisir fou, Carla. Merci à toi. Notre prochain invité est M. Jean-Paul Perrault, président du conseil d'administration de l'organisme Impératif français, un organisme de recherche et de communication voué à la promotion de la langue française, de la culture d'expression française et de la francophonie, un organisme qui œuvre depuis bientôt 50 ans et qui promouvoit la démocratie culturelle, notamment par le biais de campagnes de promotion, spectacles. Monsieur Perrault, parlez-nous de votre implication au sein de cet organisme. Eh bien, écoutez, l'existence d'Impératif français repose sur une vision, celle de vouloir voir se développer, progresser, avancer en Amérique du Nord et dans le monde
une identité différente, une identité québécoise, de laquelle on est fier et que l'on veut partager et offrir à toute l'humanité. Vous savez, le Québec, c'est un plus pour la francophonie, c'est un plus pour la diversité culturelle mondiale, et nous avons ici un enjeu, une situation intéressante, celle de se distinguer en étant l'endroit différent en Amérique du Nord parce que de langue maternelle en anglais. On veut bâtir davantage, on veut rayonner davantage, on veut être reconnu davantage parce que le Québec, les Québécois ont beaucoup à offrir et on veut l'offrir dans ce que nous sommes avec notre identité et non pas l'identité anglo-saxonne ou l'identité américaine. Le Québec est capable de bâtir sa propre personnalité internationale et nationale et je pense qu'on a tous et toutes raison d'être très fiers de ce que nous sommes et de ce que nous ajoutons à la démocratie culturelle mondiale. Carla. Notamment, vous avez dit, une nation qui se respecte ne peut accepter qu'une autre lui impose ses volontés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Écoutez, je pense que quand on se respecte, on n'accepterait pas que quelqu'un d'autre, d'un autre État, vienne nous imposer sa vision. Nous sommes reconnus, nous le sommes d'ailleurs, un peuple ouvert, accueillant, pluriel, où la langue commune de la diversité, c'est le français, la langue d'usage public, c'est le français. C'est ce qui fait de nous un espace différent, unique au monde et en Amérique du Nord qui s'appelle le Québec, le français avec ses accents québécois, avec ses québécismes. Nous avons beaucoup à offrir. Nos artistes qui rayonnent internationalement, nos gens d'affaires qui sont présents partout, nos médias qui sont notre cinéma, notre culture qui rayonne internationalement. Et ça, bien sûr, quand je dis qu'on ne peut accepter qu'une autre nation vienne nous dicter ce que l'on doit faire et ce que l'on peut faire, vous comprendrez avec nous que c'est une arrogance inacceptable. Le Québec est parfaitement capable, surtout dans des domaines linguistiques, culturels, immigration, éducation, le Québec est parfaitement capable de faire ses choix et ses bons choix sans se faire imposer par un autre gouvernement, mais ici on parle surtout du gouvernement canadien, on ne veut pas se faire imposer dans des choses aussi essentielles que l'âme québécoise, c'est-à-dire sa langue, sa culture, sa vision, sa façon de vivre, sa façon d'être, son unicité. On n'a pas... Écoutez, c'est arrogant, cela. Et c'est ce que nous voulons dire quand on ne peut pas accepter qu'une autre nation vienne nous dicter nos grandes valeurs. Non, ça n'a aucun sens. C'est inacceptable. Il faudrait être totalement écrasé, soumis. Et on n'a pas à se soumettre à un gouvernement qui, depuis très longtemps, cherche à arracher le français du Québec et de la francophonie canadienne. On le voit, on le sait, on le regarde, on l'entend. Et là-dessus, je pense qu'il faut offrir une résistance que j'appellerais, Carla, une résistance active. Et une des façons où les gens qui nous écoutent peuvent participer à cette résistance proactive pour bâtir plus de ce que l'on veut et moins de ce que les autres veulent nous imposer, bien, une des façons simples pour les gens qui nous écoutent, c'est de dire que moi, au Québec, je ne parle que français. Et encore plus aux immigrants allophones, aux réfugiés allophones et encore plus aux anglophones. C'est à eux d'apprendre le français et non pas à nous de nous angliciser pour accommoder des gens qui, tout normalement, devraient apprendre la langue commune, la langue d'usage public de la société dans laquelle ils vivent. Et là, on a renversé les responsabilités. On dit... L'État, les organismes, les gens d'affaires, les entreprises, vous devez fournir à cette minorité des services en anglais et incluant aux allophones. C'est pas correct, ça. C'est comme partout ailleurs. Vous êtes les bienvenus, on vous veut chez nous, vous êtes chez vous, mais c'est en français que ça se passe. Et
La façon pour les gens qui nous écoutent de s'assurer que ça se passe en français, c'est de dire, moi, je prends aujourd'hui une décision personnelle qui va renverser le désordre des choses pour remettre de l'ordre. Je vais parler français partout, en tout temps et avec tout le monde au Québec. Ça ne veut pas dire de ne pas s'intéresser à l'apprentissage d'autres langues. C'est savoir traiter la nôtre comme étant celle que tout le monde doit connaître. Et on a un rôle à jouer en s'assurant qu'ils vont s'intéresser à ce que nous sommes en y participant. Je ressens toute votre conviction, votre implication. Je ressens que ça vient vraiment vous chercher. C'est pas d'hier là, que vous êtes un défenseur de la culture québécoise et de la langue française. J'ai envie de vous demander, de par vos implications au sein de l'organisme culturel, qu'est-ce qui vous frappe par rapport à la nouvelle génération? Est-ce que vous avez confiance qu'on va pouvoir garder notre langue, qu'on va pouvoir la promouvoir encore des années et des siècles? Vous me donnez l'occasion finalement de regarder, d'avoir un regard important sur l'avenir du français par un regard sur la jeune génération. Mais bien sûr, j'enlève pas ce que je viens de dire pour toutes les générations, parler français à tout temps et à tout le monde au Québec. C'est ça, être québécois. Mais quant à la jeune génération, l'engouement pour la culture américaine, la culture anglo-saxonne, vient éroder leur identité québécoise. Et vous savez, moi qui organise des grands festivals de la francophonie, nous qui organisons des grands festivals de la francophonie, Impératif français, nous sommes à même, avec les médias, bien sûr, et avec les organismes partout de diffusion, de production et de création culturelle, nous avons au Québec une culture riche, une culture variée, une culture diversifiée, une culture qui soulève l'intérêt de bien d'autres États ou nations au monde, qui s'intéressent à nos artistes, à notre culture, nos écrivains, nos universités, nos cégeps, nos collèges, nos laboratoires de recherche, nos cégeps. Finalement, on a énormément à offrir. Et vous savez, je pense que la jeune génération, je lui lance le message suivant, il y en a d'ailleurs plusieurs qui l'entendent déjà et le vivent. Vous savez, vous avez une chance unique, là. Ça, là, vous aimez les défis. Quand j'étais jeune, et je suis certain qu'encore aujourd'hui, les jeunes aiment bien se distinguer. Les jeunes aiment bien faire différent. Je vois où vous voulez aller, ouais. Et une façon d'être différent, ben, c'est d'être québécois. En étant québécois partout, en tout temps et en tout lieu, et dans la consommation du culturel, je ne dis pas de se fermer totalement, au contraire à ce qui se fait ailleurs, mais offrons aussi à ailleurs ce que nous savons bien faire par nos artistes, par notre culture, par notre langue, par tous nos établissements, nos institutions. Nous sommes uniques sur la planète et je pense que là-dessus, c'est drôle, je vois les jeunes là, dans votre regard, Carla, et je me dis ceci, est-ce que c'est un défi intéressant d'être différent à l'échelle planétaire? Est-ce qu'on devrait miser là-dessus? Est-ce qu'on devrait avoir le goût de se singulariser, d'être nous-mêmes et d'en vouloir davantage et d'en créer davantage? Ma réponse, c'est oui. Maintenant, c'est pas moi qui peux répondre pour chaque personne qui nous écoute. C'est à chaque personne de faire son choix. Et il sera respecté, parce que nous sommes aussi en démocratie. Mais cet affaiblissement par le décrochage de la valorisation de notre langue, de la valorisation de notre culture, de nos artistes, ben, cette érosion à laquelle participent trop de gens n'est pas sans nous affaiblir dans ce que nous voulons être davantage. Une nation qui rayonne, une nation qui crée, une nation qui se distingue. Et ça, je pense que c'est un défi intéressant. Et j'espère que davantage de tout le monde, et bien sûr les jeunes, parce qu'eux, ils sont aussi l'avenir, ben j'espère qu'ils adhèrent d'eux-mêmes, là, spontanément, avec goût et plaisir. Ah oui, c'est ça que je veux. Et c'est là-dessus que je vais miser. Merci infiniment, M. Perrault. C'était vraiment un plaisir de s'entretenir avec vous et garder vos convictions, garder votre fougue, parce que c'est des gens comme vous qui vont permettre de faire
de rayonner la langue française encore des lunes et des lunes. Merci de votre partage. Plaisir, On bonne se revoit journée. très bientôt. Au revoir. Notre prochain invité est M. Archie Cifelli, et communément appelé là, par vos amis, vos collègues français, Achille. Achille, C'est oui, c'est facile ça. à dire. Vous êtes un homme d'affaires aguerri. Vous avez été élu dans le district Val-des-Arbres. Oui, Merci d'être là aujourd'hui. merci à vous. Aujourd'hui, j'avais envie de savoir, M. Cifelli, vous êtes un Italien. Oui, Vous parlez donc 3 langues, hein? Anglais, français et italien, et italien. c'est ça. Et expliquez-nous un petit peu, parce que je sais que vous êtes un amoureux, on vous a décrit comme un amoureux du français. Quelle place occupe le français? Dans ma vie professionnelle, beaucoup, puis dans ma vie comme conseiller, beaucoup aussi. Comme dans ma vie professionnelle avec des événements au Québec, la majorité, tout se passe en français. Oui, je fais affaire avec les personnes de l'extérieur du Québec, des Ontariens ou des Américains, mais on va dire que 70% de notre chiffre d'affaires, c'est tout ce qui est au Québec. Alors, c'est beaucoup de français. Puis chez nous, en emploi, sur 147 personnes, il y a 131 qui sont québécois là-dessus. Alors, c'était très fort. Et côté vie personnelle, au conseil de ville, à la ville de Laval, tout est en français. Même qu'on est, tu sais, une ville français, puis, mais s'il y a certaines personnes qui demandent des services en anglais, on va les offrir. Mais c'est comme très minime, comme 10% seulement. Sinon, toute la balance est tout en français. Moi, ce que je remarque, là, parce qu'on a eu la chance de se parler un petit peu avant l'entrevue, souvent, je côtoie des Italiens, moi-même, je suis italienne, et souvent, les Italiens là, vont avoir le réflexe rapide. Quand ils ne trouvent pas un mot en français, là, ils vont tout de suite dire le mot en anglais. Et vous forcez là, pour vraiment... Attends une minute, je vais y passer, là, je vais te le dire, le mot en français. Ça, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a sensibilisé à ça? Non, je le fais plutôt par respect pour répondre plus que possible en français. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser des mots anglophones des fois, puis ils vont s'excuser pendant qu'ils parlent. Mais moi, j'essaie de vraiment appliquer la langue française de toute façon. Et oui, l'anglais, l'italien est très important pour moi aussi, sauf que le travail de jour à jour, mes affaires de jour à jour, c'est tout en français. Puis vos collègues, est-ce qu'on entend plus de français, on entend plus d'anglais, c'est un mélange des deux? Non, c'est plus... mes collègues, regarde, quand on est entre nous, on va parler en anglais. Mais sinon, la majorité du temps, c'est tout en français. Puis même, tu sais, que je suis impliqué dans des différents organismes aussi, et sont tous en français aussi. Alors, mais j'oublie pas ma langue maternelle d'italien, là. Parce que dans mon monde professionnel, exemple, toutes les tournées, spectacles italiennes qui viennent à Montréal, c'est tout moi qui les produis. Wow. Parce que je parle italien, puis je suis capable de parler avec eux en Italie, quoi d'autre, là. Et côté personnel aussi, on s'est assuré que nos enfants, c'est le français prioritaire, l'anglais et l'italien. Alors, eux aussi, ils parlent tous 3 langues aussi, là. Au niveau de la télévision, de la musique, c'est quoi le réflexe? Qu'est-ce que vous écoutez le plus? Honnêtement, là, on jase. Honnêtement, là, c'est dans la voiture, j'écoute tout le temps 105 FM. Honnêtement, là. 105.7. 105.7 FM, Okay. c'est ça. Okay? Qu'est-ce que vous entendez le plus? C'est les discours en français, puis la musique en français. Puis moi, je suis un amateur de musique un peu de différents genres, mais calme, OK, pour me déstresser pendant que je conduis d'un événement à l'autre ou d'un client à l'autre, là. Mais honnêtement, j'écoute à 105.7 FM. Et par contre, là, si je veux changer de poste ou quoi d'autre, je vais aller même pas, je vais aller à Sirius FM qui passe, la station Escape, c'est une musique calme aussi, là. Classique. C'est ça. Mais entre nos amis, là, oui, on parle l'anglais, c'est sûr. Mais la majorité du temps, là, on est avec des collègues de travail ou des collègues du conseil au hôtel de ville, c'est tout le temps en français, tout le temps. Puis la plupart là, des gens que vous côtoyez par rapport dans les événements et tout ça, bon, le réflexe, quand quelqu'un vous aborde en anglais Oui. et que vous percevez qu'il
qui parle français, Oui. mais qui vous parle en anglais parce qu'il pense que vous parlez en anglais. Je change immédiatement en français et je réponds automatiquement en français. Donc là, ils comprennent que vous parlez français Exactement. et ils continuent en français. Exactement. Exactement. Parce que c'est la facilité des fois. Hein? On pense que la personne s'exprime qu'en anglais et on y va directement. Là, c'est comme la facilité alors que... Oui, oui, mais et moi, de ma part, je vais tout le temps commencer en français. Même si je suis sûr que la personne peut parler anglais ou autre, je parle tout le temps en français. Si la personne me répond différemment, je vais suivre. Sinon, par respect, je vais tout le temps commencer avec le français. Au niveau des projets là, à Val-des-Arbres, est-ce qu'on peut parler qu'il y a des projets là, qui sont mis en place pour soutenir la langue française? Honnêtement, la seule chose que je peux dire de Val-des-Arbres, c'est pendant la Saint-Jean-Baptiste. Oui. C'est le 23 juin qu'on va faire la fête de quartier au Parc Livard, puis c'est 100% francophone. OK? La Société Saint-Jean-Baptiste m'avait proposé de faire quelque chose comme ça à Val-des-Brises parce que mon secteur, j'ai le Val-des-Brises qui est au nord, puis j'ai Val-des-Arbres qui est au sud parce que j'ai la 440 qui passe entre les deux. Alors, le côté nord, c'est plus anglophone, italienne. OK, le côté nord de la 440. De la 440. OK. Puis le côté sud qui va des Arbres, c'est majorité français. Alors, l'événement qu'on va faire, c'est à Val-des-Arbres, au Parc Livard, communauté vraiment québécois, français. Puis on fait ça pour la promotion de l'historique du Québec, le drapeau, les chansonniers, toutes ces affaires-là, style québécoise, pour vraiment tenir la tradition du 23 au 24 juin. Là. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour justement là, la faire rayonner davantage cette tradition-là? Parce qu'il y a une époque où est-ce que la Saint-Jean-Baptiste, c'était gros. Puis là, il y a eu comme certaines... On peut dire qu'on a bifurqué. OK, là, c'est la fête pour boire, puis fêter. Mais en fait, est-ce qu'il y aurait une façon qu'on pourrait utiliser au niveau de la promotion pour ramener cette fête-là là, comme une fête vraiment spéciale, populaire, mais pas axée sur « let's go, on boit », plus « let's go, on parle, let's go ». Allons-y, on parle français. Ça pourrait se faire, mais ça prend l'implication plus des... Tu sais, la Ville de Laval de faire la promotion, tu sais, la province de Québec aussi de faire la promotion. C'est sûr. La Société Saint-Jean-Baptiste, tu sais, elle est très forte dans certains secteurs, moins fort dans d'autres. OK? Côté est de Laval, c'est beaucoup plus fort. Mais c'est aussi... qu'est-ce qui manque? C'est la participation des résidents, des citoyens. Nous, quand on fait la fête des quartiers au Parc Livard, on annonce, puis c'est des jeux gonflables pour les enfants, le maquillage de peinture des enfants, tout pour les enfants, parce que quand les enfants viennent, les parents vont suivre. C'est sûr, OK? c'est sûr, s'ils viennent tout seuls. Mais c'est ça, exactement. Alors, c'est cette façon-là qu'on a beaucoup de participation. Mais sinon, honnêtement, là, il y a des événements qui font la promotion de la langue, mais il n'y a pas beaucoup d'implication des sur-entours, OK, du quartier. Pour quelles raisons, je ne sais pas exactement, mais au même temps, il y a beaucoup il manque beaucoup de bénévoles aussi pour aider à planifier toutes ces affaires-là au même temps. Avant la pandémie, il y en avait beaucoup plus de personnes impliquées. Post-pandémie, il y en a beaucoup moins. Et est-ce que ça va revenir? Je ne sais pas. Mais nous, on continue à avancer nos projets. Et je pense, parce que je tiens au cœur que cette fête de quartier au Parc Livard est très importante. Alors, on va le faire avec les 3-4 bénévoles qu'on est, c'est tout. Donc, vous mettez l'effort à l'organisation et après, bien, on s'attend à ce que la population participe. Si d'ailleurs, vous voulez être bénévole pour faire rayonner cette magnifique fête de la Saint-Jean-Baptiste, n'hésitez pas, on peut communiquer avec vous rapidement. S'il vous plaît, oui. Par courriel. Non, 514. On va écrire les coordonnées à l'écran. C'est ça. Merci beaucoup, M. Archie Achille, d'avoir été avec nous. Merci. Merci à nos invités. Merci à vous d'avoir été là. Si vous voulez revoir nos émissions, n'hésitez pas à consulter notre site web, nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube. Mon nom est Carla Benjimengo et on se laisse sur une chanson en français. Les premières peines d'amour sont souvent les plus dures. On sait qu'on s'aimera pas toujours. On prie pour que ça dure, puis on se demande pourquoi.
ça devait finir comme ça. Les premières peines d'amour sont souvent les plus dures. On se lâche puis on se tourne autour. On s'aime à usure, mais on s'aime quand même. Mais on s'aime quand même. On danse ensemble à cette tourtée et on se contente, se forge des souvenirs tellement agréables, si inoubliables qu'on pourra pas s'en départir. Puis vient la chicane quand c'est la première fois qu'on se condamne, le monde est à l'envers. Tu peux même plus t'excuser, être froid, juste pleurer, toi qui l'embrassais hier. Les premières peines d'amour sont souvent les plus dures. On sait qu'on s'aimera pas toujours. On prie pour que ça dure, puis on se demande pourquoi. Ça devait finir comme ça. Parfois c'est un appel, une aparté, où se révèle ce qui peut se deviner par le ton anormal des sons faux qu'on parle. T'avais déjà pu t'en douter. Pris à court, t'es pu le prédire. Y'a pas grand chose qui vont assez souvenir d'un temps perdu. À se dire je t'aime. Vous vouliez juste vous voir grandir, que votre fougue ne puisse jamais vieillir, mais les semaines ont passé. Avec elle la flamme. Si tu crois que t'as déjà consumé, écoute bien ces vers, laisse-moi te rassurer. Tu trouveras mieux. Tu trouveras mieux. Puis tu penses que ta chance est passée. Écoute ces couplets, laisse-moi t'en dissuader. Tu trouveras mieux. Tu trouveras mieux. Les premières peines d'amour sont souvent les plus dures. On se lâche puis on se tourne autour jusqu'à la rupture, puis on se demande pourquoi. Mais c'est bien mieux comme ça. Mais c'est bien mieux comme ça.